Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Apollonia Sokol. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. J'ai découvert Apollonia Sokol sur Instagram dans un premier temps, puis j'ai pu approfondir davantage grâce à Margot Luchet qui avait écrit un texte sur ses toiles pour jeunes critiques d'art. Apollonia, c'est une artiste dont le boulot est intrinsèquement lié à la vie, la sienne évidemment, mais aussi celle de toutes celles et ceux qui l'entourent. Mais c'est surtout une femme qui vous donne la niaque, qui vous laisse croire que chacun et chacune d'entre nous peut déplacer des montagnes. Donc je suis excessivement contente qu'elle ait accepté mon invitation pour le 14e épisode de Présente déjà. Bonjour Apollonia et merci du coup de me recevoir dans ton atelier. Trop cool. Bonjour, bienvenue. Merci, trop chouette. Il y a des toiles partout, des toiles en cours, des toiles un peu plus qui datent un peu plus. Ça me fait du bien de voir ton travail. T'as une vie incroyable. En lisant diverses interviews de toi, j'ai vraiment réalisé que la peinture était quelque chose de vital pour toi et que t'avais vraiment dû te battre pour réussir à exercer. Est-ce que tu peux commencer en nous expliquant ton parcours et le chemin que t'as parcouru avant de rentrer aux Beaux-Arts de Paris? Alors bon, déjà, je sais pas si j'ai une vie vraiment incroyable. Moi, je trouve. Mais donc, je suis d'origine franco-polonaise et j'ai grandi, entre autres, au Danemark. Ouais. Et j'ai décidé de revenir à Paris. Non, bon, alors avant les Beaux-Arts, j'ai toujours été peintre. J'ai toujours pensé que j'étais peintre. Donc, j'ai toujours cherché des artistes. Donc, quand j'étais ado. Même avant d'être ado, quand j'étais enfant, je faisais des cours du soir avec des modèles vivants où je parcourais la ville pour aller dessiner des gens à poil. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'avais 15 ans, comme ça, je suis partie à Düsseldorf, squatter les Beaux-Arts de Düsseldorf et je me rapprochais des peintres là-bas. Ouais. C'était une super école. Ouais, Il y avait quoi? Il y avait Thaler, c'est l'école de Joseph Beuys. Ouais. Il y avait Albert Hollen. Bon, voilà, c'était des gens qui m'impressionnaient à l'époque. Tu m'étonnes. Et puis après, plus tard, j'ai décidé de venir à Paris parce que pour rejoindre mes petits frères. Mm-hmm. Donc je me suis occupée de mes petits frères et donc j'ai décidé de revenir à Paris, retourner dans le théâtre dans lequel je suis née, qu'avaient créé mes parents, qui était dans un quartier populaire à Château-Rouge, quartier africain. Et c'est comme ça que je suis arrivée aux Beaux-Arts de Paris. Et du coup, t'as grandi dans un théâtre, quoi. Entre autres, ouais, j'ai grandi dans un théâtre. En fait, mes parents, ils ont construit un théâtre quand ils avaient 20 ans. Ouais. Bon, ils avaient pas de moyens, ils ont jamais eu l'argent d'acheter les lieux, donc d'être propriétaires du... Mais c'est un théâtre de quartier... voilà, dans le centre de la Goutte d'Or. Et on avait aussi un bar qui s'appelait l'Olympique Café, qui a été repris depuis, puis qui a continué, mais le théâtre a repris, mais je pense pas qu'il soit très actif, quoi. Ouais. Et je pense que ce qui me touche dans ton travail et même dans ta manière d'en parler, c'est surtout ta poigne en fait. T'as vraiment une force qui se dégage de toi et cette force tu la prêtes aussi à tes modèles qui sont presque tout le temps des femmes. Ces femmes, elles ont beau être enceintes, racisées, trans, porteuses de cicatrices, tu les représentes toujours sur des grands formats, elles sont méga imposantes. J'ai l'impression de voir une espèce d'armée prête à répandre partout la sororité, qui sont ces femmes en fait. C'est vrai qu'elles se sont pas toujours toutes des femmes. Là, par exemple, il y a le portrait de Thomas Capdeville, qui est un super artiste underground qui fait des pièces incroyables. Et d'ailleurs, je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais je suis fière d'aller voir l'expo chez Usno. Il y a sa pièce monumentale qui est vraiment sublime. Je mettrai les refs du coup. Ouais, c'est Exo et Usno qui montrent sa pièce en ce moment dans le Marais. Mais donc ce qu'on disait, donc ça c'était une parenthèse. Oui, ce sont des
tu veux, les femmes, elles ont toujours été représentées en tant qu'objet de désir dans la peinture, en tant qu'objet d'allégorie, pour raconter une mythologie. Moi, je cherche plutôt à montrer des personnes qui ont une identité. Donc, même si elles sont nues, au final, ce sont pas des nus charnels, sexuels, qu'on désire, mais ce sont des personnes. Bah oui, bien sûr. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elles sont stylisées comme ça, et que si je vais peindre un cul, il sera pas juteux, celluliteux, et qu'on aura envie de le croquer. C'est pas du tout ça le sujet. C'est plutôt comment est-ce qu'elle te regarde frontalement. Et comment est-ce qu'elle existe et comment est-ce qu'elle est là, la personne. Oui, c'est ça, ouais. Oui, parce qu'en plus, toutes ces personnes, c'est pas du tout des personnes que t'as imaginées ou des trucs que tu vas trouver sur Internet. Enfin, c'est des gens avec qui tu vis quasiment au quotidien, quoi, qui sont des proches, qui sont des personnes que t'admires. Pour la plupart, ce sont des proches. Après, ce sont aussi des gens que je peux aller chercher. Enfin, ou si j'entends pas, si je vois la personne, je vois la personne quelque part, et puis d'un coup, je vais essayer de me rapprocher d'elle pour pouvoir la peindre. Ouais. Mais bon, il y a vraiment un truc d'empathie. Je sais pas ce que tu disais que je leur donnais ma force, mais c'est plutôt le contraire. Hein. Ouais. Je pense que je me nourris énormément des autres, mais de toute façon, les peintres ont toujours peint des gens qui les inspirent, des gens de leur entourage, même si c'est pour exprimer quelque chose d'autre que, enfin, une allégorie ou quoi qu'est-ce. On a toujours peint ce qui est autour de nous, et voilà. Et je pense que la peinture, c'est quelque chose qui se fait pas seul. Ouais. L'art en général se fait pas seul, et donc bon, les historiens en témoignent parce qu'ils lisent toutes les correspondances. Bon, nous on lit plus les correspondances, et puis en plus c'est gênant. Déjà il y a les textos, il y a les mails, mais c'est un peu gênant aussi, je trouve, de s'introduire comme ça dans l'intimité des gens post-mortem. C'est clair. Mais néanmoins, enfin, certains le font, et on sait que bon, la mythologie de l'artiste qui peint tout seul, qui travaille tout seul dans son atelier, bon, elle est complètement erronée. Et en fait, on a toujours travaillé avec les autres, on a toujours eu besoin des autres, des récits des autres, et des idées des autres, et voilà, que ce soit par le biais des références ou par le lien humain, la connexion humaine. On ne pourrait pas faire de l'art sans, je pense. Ça, c'est absolument. Ouais. Et tu penses qu'on peut en parler un peu de ouais, cette bien toile ? sûr, bien sûr. En gros, là, on est à côté, donc on est dans ton atelier, et on est à côté d'une toile qui est les grands formats qu'on te connaît. Et en fait, là, il y a 2, 4, 6, 8 femmes. Ouais, elles sont 8. Ouais, 8 femmes que tu connais également. Tu m'as donné leur prénom à toutes il y a juste avant l'enregistrement. Et là, pareil, tu me disais qu'elles ont vraiment aussi eu leur mot à dire, qu'elles t'ont expliqué aussi ce qu'elles voulaient voir aussi dans ton tableau. Et j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un échange aussi pour que naisse cette toile. Ouais, cette toile, elle est assez spéciale, mais en fait, finalement, j'ai un petit peu ce genre de relation très intense avec chaque personne que je peins. Mais cette toile, elle est différente, donc elle fait à peu près 3,80 m, peut-être un peu moins, 3,50 m de long. Et c'est une reprise du Printemps de Botticelli, qui est un tableau qu'on connaît tous, donc un tableau ésotérique, mystique. Alors on parlait de l'écoféminisme entre nous tout à l'heure. Moi, c'est aussi en lien avec ça, finalement. C'est un tableau sur la fertilité, avec plein de symboles dans le jeu des mains, les 3 grâces. On peut voir le symbole du triangle qui est la chatte. Il y a plein de choses qui évoquent, d'ailleurs je pense qu'elles sont toutes un peu enceintes dans cette peinture et tout. Donc dans l'original de Botticelli. Et donc pour à l'occasion de l'exposition qu'on va faire au MoCo sur la sorcellerie, la sorcière, mais en tant que personnage de résistance, c'est pas juste la sorcière, c'est aussi la magie en fait, la sorcière, en tant que résistance. J'ai décidé de faire cette toile, de reprendre cette toile de fertilité avec que des modèles trans. Donc ce sont que des femmes trans ou non-binary qui sont représentées là, donc qui sont tous fertiles au final. Mais extrêmement féminines. Bon. Et on a élaboré le tableau ensemble, notamment avec une personne qui s'appelle Simone, donc Simon.e. Simone, qui est une reine de la nuit, qui organisait des soirées qu'on connaît toutes à Paris, à la Parkinson, etc.
qui m'a accueillie chez elle plusieurs fois. Donc c'est une copine qui est aussi une artiste d'ailleurs. Ouais. Et pour me montrer quelle était sa vie et comment il fallait peindre le tableau. Et donc Simone est extrêmement engagée comme une personne de la mode qui est en train de faire de la DA ou en train de faire un casting. Elle est très engagée dans le tableau. Donc telle personne à droite, telle personne à gauche. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et donc et voilà. Et donc c'est limite si je peux pas vraiment peindre sans lui demander son aval, ce qui est absolument génial. Parce que cette façon de travailler, pour moi, ça me fait penser justement au club, à l'équipe, au sabbat, au rassemblement, au vivre ensemble. Bien sûr, mais carrément, ça devient une toile aussi pleine de communauté. Enfin, il y a vraiment une réflexion en commun, quoi. Et je pense aussi que c'est super important de désacraliser. Enfin, moi, en tous les cas, là maintenant, j'ai vraiment besoin de désacraliser ce statut qu'on a de l'artiste peintre qui est un génie qui est jaloux aussi de son génie, qui garde tout pour lui et tout. Je pense que c'est bien plus intéressant d'être sincère avec cette démarche, enfin avec le vivre ensemble, celui de vivre avec les autres. Et la première fois que je suis venue chez toi, tu m'as raconté comment tu fonces dans ta vie d'artiste pour obtenir ce que tu désires, même quand des types pensaient pouvoir te prendre de haut parce qu'ils avaient vu plus de pognon ou juste parce qu'ils étaient des mecs et que toi t'étais toute jeune encore. Bah toi, t'en as rien à foutre. J'ai l'impression que tu fonces vraiment dans le tas et que contrairement à ce qu'on peut nous réclamer quand on est une jeune femme, à savoir rester à sa place, être féminine, sembler toujours sympathique, pas gueuler trop fort, etc. Toi, tu balayes du revers de la main toutes ces injonctions, tu bosses comme une malade et tu viens réclamer sans rougir, quoi. Ouais, alors ça peut être très bien comme ça peut être très mauvais, hein. Ça peut tout, soit ça passe, soit ça casse, hein. Mais bon, voilà. Après, je peux pas vraiment lutter contre ma nature. C'est vrai que j'ai grandi dans un théâtre où donc on s'exprime toujours. J'avais vraiment énormément de gros personnages autour de moi quand j'étais petite et puis aussi un théâtre de quartier. Ouais, donc fallait pas se faire marcher dessus, quoi. C'était pas qu'il fallait pas se faire marcher dessus par rapport au quartier, parce qu'au final la vie de quartier c'est comme le petit village, tous les gens sont là pour s'aider, s'entraider les uns des autres. Mais c'était surtout un lieu d'accueil pour des énormes personnalités, quoi. Et moi j'ai grandi là-dedans. Donc ouais. Mais c'est aussi du fait que je viens pas du tout de l'argent, en fait. Et donc le milieu de l'art, il est quand même un milieu privilégié. Qui est un milieu d'élite où bon, si on va pas, enfin voilà, on peut parler du marché, il y a énormément d'argent dans le milieu de l'art, les artistes produisent énormément de corps de métier, donc mais c'est aussi un milieu où on peut avoir une ascension sociale. Moi je fais partie de ces gens qui n'avaient pas de sous pour commencer. Et donc effectivement, j'avais rien d'autre comme arme que ma personnalité et voilà. Enfin, ta gueule, quoi, ouais. La possibilité de t'exprimer et de machin, quoi. Mais bon, je sais pas, après c'est un peu flatteur ce que tu dis, mais oui, je suis une fan. Et pourtant, malgré cette force, ce qui se dégage de ta personne, je lisais dans diverses interviews que ton moteur premier pour peindre, c'était le désespoir. Ah ouais, ça c'est parce que tu as lu dans un article à un moment j'étais peut-être triste et désespérée, alors j'ai parlé du désespoir, mais c'est assez émouvant, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu spécial comme sujet. C'est vrai que à mon avis on fait de l'art parce qu'on a des choses à dire. Bien sûr. Et sans doute sans doute j'ai eu des situations désespérées dans ma vie. Mais c'est-à-dire que la peinture à l'huile c'est quand même très très difficile, c'est extrêmement technique, faut vraiment s'attacher aussi s'acharner pour pouvoir puis c'est un truc qui vient du ventre et c'est un appel qui vient de l'intérieur et c'est carnassier, il faut... Ouais, c'est de l'ordre de la nécessité, quoi. Ouais, et donc... mais après, je sais pas quoi dire sur le désespoir. En tout cas, il y a un truc où tu vas peindre vraiment... c'est un peu bateau de dire ça, mais tu vas peindre avec tes tripes, quoi. Genre, il y a un truc qui est vraiment de l'ordre de l'engagement absolu, qu'il soit physique ou intellectuel ou sentimental avec ton travail, quoi. Ouais, c'est sûr.
on est aussi, c'est donc un médium qui est extrêmement capricieux. Ouais. Et on est aussi toujours à la recherche de plus de temps et plus de moyens. Donc, pour pouvoir continuer à peindre. Si tu veux, nous on avait vraiment rien au début, et puis j'étais encore aux Beaux-Arts, et j'ai décidé que la seule solution économique à notre situation, là je parle de ma famille, ça allait être la peinture. Et donc c'était peut-être ça, ce désespoir, c'est-à-dire que j'ai commencé à vivre, à prendre les choses à l'envers, c'est-à-dire que même si j'avais pas d'appartement, je commençais déjà à vendre mes tableaux pour pouvoir après et c'est peut-être ça aussi, cette énergie-là, je sais pas. Ça reste en suspens. Et t'es très active, t'as une activité de peinture qui est hyper présente, mais t'es aussi très active sur les réseaux sociaux. Et je suis pas sûre que ce soit absolument anecdotique. Dans le texte de Margot Luché dont je parlais en introduction, elle fait un parallèle entre ton Instagram et le tableau de Gustave Courbet qui s'appelle L'Atelier du peintre, dans lequel il se représente en train de peindre. Et toi, t'as aussi instauré un jeu assez similaire où tu te représentes, où tu te donnes en représentation, même dans ton atelier, au milieu de tes toiles. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là. Alors, mon Instagram, il y a plein de gens qui, en France, qui m'en ont parlé, parce que je pense qu'on s'est mis très 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 tard à Instagram en France. Et je pense que cette façon de faire une parallèle avec ce tableau de l'atelier de l'artiste, c'est peut-être la plus jolie façon d'en parler. Ok. Ouais. Mais moi je porte pas énormément d'importance à mon Instagram, c'est un jeu de notre époque, voilà, je suis quelqu'un d'actuel, j'ai un compte Instagram et je m'amuse à me mettre en scène dessus, comme plein d'autres gens en fait. Bien sûr. Après je pense que pour pas mal de jeunes peintres en devenir, ça il fut un temps, il y a eu un moment, ça a dû être inspirant aussi de voir comment comment ça se passe, la vie d'un peintre, après je sais pas, on est dans une autopromotion constante aussi, ce qui est un peu mais tu dur. vois, j'ai pas cette sensation là avec ton Insta, tu vois, parce qu'il y a tous les artistes aujourd'hui ont un Insta, ils mettent leur toile, leur machin, c'est une espèce de book en ligne quoi finalement. Mais toi, il y a aussi vraiment un truc où quand on tape Apollonia Sokol sur internet, du coup, il y a toutes tes photos Insta qui remontent et on te voit, tu vois, hyper forte devant tes peintures, tu vois, il y a ce côté-là aussi que j'aime beaucoup. On te voit en tant que peintre, quoi. Et je trouve ça hyper fort parce que justement, ça permet aussi à des jeunes femmes de se projeter et à se dire putain, mais c'est trop cool, quoi. En fait, moi, j'ai 32 ans maintenant. Et quand j'ai commencé à l'école, d'abord j'ai été admise aux Beaux-Arts de Lyon quand j'avais 19 ans. D'accord. Et à cette époque-là, on avait encore en France ce truc qu'il y a dans certaines institutions, dans des écoles. Donc là, je vais parler aux étudiants, les gens comme ça, où on dit que la peinture est morte. Ça date depuis là c'était le pic dans les années 90, mais c'est un truc qui est un peu plus ancien, qui date de la Deuxième Guerre mondiale où tout le monde est parti, je sais pas. Mais je sais que les générations avant moi ont énormément souffert de ça. Et moi je l'ai un petit peu vécu quand même. Par exemple, quand j'étais aux Beaux-Arts de Lyon, on m'a forcé à faire des installations, je me retrouvais à faire des trucs ridicules, type une install avec un chauffage électrique et une bougie, c'est tellement nul. Et j'étais extrêmement malheureuse. Je me suis cassée en cours d'année avant même, parce que c'est une école avec un système d'écrémage. Je suis partie tout de suite parce que on me disait qu'il fallait pas peindre. Et après, plus tard, j'ai parfois des assistantes qui sont des jeunes filles en fait qui veulent apprendre le métier, tout ça. Et notamment, il y en a une qui s'appelle Léna Long, qui est aux Beaux-Arts de Cergy maintenant, qui est super peintre. Et elle me disait que quand elle était à l'école, parce qu'elle était aux Beaux-Arts de Lyon également, elle avait carrément 2 books différents. La journée, elle faisait un taf pour l'institution pour pas se faire virer de l'école, et la nuit, elle peignait. Putain, et donc, son book officiel à l'époque, c'était un travail sur la philosophie, et je sais pas quoi. Voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui peint des gens, qui peint des situations avec des gens, parce que il y avait cette haine des peintres
Bon, la France, c'est peut-être le seul pays qui a haï ses peintres comme ça. Je veux dire, les Anglais, ils ont adoré leurs peintres, les Allemands, n'en parlons même pas. Puis après, bon, partout dans le monde, on a adoré la peinture. En France, il y a vraiment eu ce truc-là. Mais alors, encore plus par rapport à la figuration. Ouais. Ah bah oui, c'est clair. Et donc, peut-être que aussi, on parlait de désespoir et tout, mais peut-être que si j'ai eu besoin d'arriver avec mes gros sabots, montrer que t'as une peintre figurative, voilà, que j'existe, faire des articles, tu vois, la con dans Vice et tout, pour dire voilà, bah on peut et il faut qu'on le fasse. Peut-être que c'était ça aussi le désespoir, tu vois, peut-être que c'était important aussi et là, mon Instagram m'a servi beaucoup pour ça, sans doute. Ouais, une espèce de revendication, quoi. Et finalement, tout le monde a suivi, hein. Bah oui. Finalement, tout le monde a suivi. Et je dis pas que j'ai été précurseur ou quoi, parce qu'on est plusieurs peintres figuratifs de mon âge là, cartonné, où ça commence à fonctionner bien. Genre Jean Clarac, tu vois, Simon Martin, puis bon, il y en a plein, mais aussi il y a beaucoup d'étudiants qui sont encore à l'école aux Beaux-Arts qui osent faire des portraits, qui osent faire et quand moi j'étais aux Beaux-Arts, c'était compliqué, hein. Ouais. C'était pas cool. Mais c'est fou parce que, tu vois, 2 épisodes avant toi, je recevais Cécilia Granara qui, pareil, qui a eu les mêmes dires que toi, quoi, qui disait, elle a dû faire de l'install avant parce que c'était pas possible et elle se sentait peintre, quoi. Donc ouais, cette recherche-là c'est fou, quoi. Je vois aussi ça comme une manière de montrer que t'es là, que t'as le droit d'être là, en fait, vraiment. D'ailleurs, tu prends aussi pas mal la parole sur des questions politiques, et notamment sur l'exclusion des femmes peintres dans l'histoire, et toutes les minorités, finalement. Grâce à toi, j'ai notamment découvert l'histoire d'Artemisia, aide-moi, voilà, que je connaissais pas du tout. C'est fou. Ouais. Bah, Artemisia, en fait, c'est ça, c'est que les femmes ont toujours été présentes. Il y a eu des moments où, bon, on leur a interdit l'accès à l'académie ou des choses comme ça, mais elles ont toujours été présentes dans l'art. Je pense que c'est peut-être notre société moderne qui exclut les femmes le plus. Mais on écrit, l'histoire est écrite non pas par les vainqueurs, mais par les philosophes actuels du moment. Et donc Artemisia, bon, sa vie elle commence par un drame. En fait, c'est la fille d'un très très grand peintre, et puis elle veut faire de la peinture. Elle est modèle de son père. Elle a 13 ans. Et donc il l'emmène chez un confrère pour qu'il l'apprenne à peindre. Et son confrère, le confrère la viole, et elle rentre à la maison en sang, et finalement le confrère refuse de l'épouser pour réparation. Bon, ce qui est horrible déjà d'avoir épousé une femme pour réparation, mais bref. Et donc il y a ce procès qui va être extrêmement retranscrit, qui va faire scandale. Tout le monde va en parler. La pauvre gamine va être torturée. On va inventer une technique de torture spécialement pour elle, où ils vont lui broyer les mains avec un système de cordes qui passe entre les doigts. Comme elle vient d'une grande famille et que ses parents la soutiennent, ils vont vraiment lui soigner les mains, elle va réussir à peindre à nouveau. Puis ça va devenir une des peintres les plus importantes de son époque. Elle va devenir une peintre de la cour. Elle va partir à Florence, elle parle de Rome, Florence. Elle va avoir des enfants tout en ayant cette carrière, si on peut dire, absolument phénoménale. Et après sa mort, elle va disparaître pendant 500 ans. C'est quand même fou. C'est même pas elle va plus être en vogue et on va plus parler d'elle pendant 20 ans, ou 30 ans, ou 100 ans. C'est 500 ans dans les oubliettes. Et le travail d'Artemisia, il est intéressant du fait du personnage, que c'est dans l'histoire, et de son histoire scandaleuse, et voilà, et son ascension, etc. Mais également ses tableaux, parce que elle va, surtout ses tableaux, elle va réinterpréter donc des classiques de l'histoire de l'art que tous les peintres vont peindre. Par exemple, si on parle de la Suzanne Aubin, qui est un grand classique, parce que c'est extrêmement sexy de peindre cette jeune femme
Suzanne est une femme pleine de vertus, une femme bien, qui a quand même un petit toc. Elle aime aller se baigner, se laver dans la forêt une fois par semaine. Et donc elle va se baigner dans sa forêt. Et donc ça c'est sexy à peindre. Les hommes adorent peindre une femme à poil dans la forêt, et très érotique. Et là elle se fait attraper par deux notables. Aujourd'hui on dit les vieillards, mais en fait c'était des notables, c'était des avocats. Qui vont lui dire voilà, soit tu couches avec nous maintenant, ou alors on va rentrer au village et on va dire que tu es une femme adultère et tu vas être condamnée à mort. Oui, donc il y a 2 drames quoi. Donc c'est une martyre et elle refuse de coucher avec eux. Et donc voilà, donc elle est condamnée à mort, mais il s'avère que pendant le procès, les notables se trompent d'arbre. Ils disent il y en a un qui a dit qu'il l'a prise contre un peuplier ou je ne sais quoi, et l'autre qui dit qu'il l'a prise contre un je sais pas, un olivier. Donc voilà, donc finalement elle est sauvée du fait de cette erreur quoi. Voilà, donc bon ça c'est moi je parle pendant des heures là-dessus, mais c'est un classique dans l'histoire de l'art. Et Artemisia, donc elle va pas peindre la belle dans la forêt en train de se laver avec les 2 mecs qui sont excités. Elle va la peindre contre un mur avec le corps torsé en mouvement. Vraiment c'est vraiment d'un point de vue féminin. Tu la vois comme prise au piège contre le mur avec les 2 mecs qui sont au-dessus du mur, et en fait c'est vraiment la scène d'un viol. Bah oui. Par le point de vue de la femme. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas un truc qui a été romancé, où il y a une espèce de tension sexuelle, un truc où finalement peut-être qu'elle aimerait bien. Et c'est ça qui est ouf, tu vois, d'où la nécessité aussi d'avoir des femmes qui peignent et qui sont artistes. Parce que là, par exemple, on parlait de ta peinture tout à l'heure avec justement ces 8 femmes trans. Et en fait, t'as réussi aussi à te poser des questions et à réussir à coller aussi à ce que elle souhaitait et ce que elle désirait. Et en fait, c'est pas toujours le cas, en fait, quand c'est un homme cis qui va s'en charger, quoi. Et du coup, d'où la nécessité aussi de changer de point de vue et d'avoir d'autres sons de cloche, finalement. Ouais, moi je tiens énormément à ce tableau, le printemps, avec toutes ces personnes, enfin j'y tiens vraiment parce que ce sont des gens qui ne sont pas représentés dans la peinture, enfin quoi qu'il y a peut-être ce tableau de Al Disney, après même dans nos images, dans notre langage des images, les personnes trans sont représentées en tant que des femmes, des femmes impures, des putes, des sorcières. Des sorcières dans le sens péjoratif, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. C'est des gens qui sont extrêmement stigmatisés, notamment même par leur sœurs féministes, quand on pense que les TERF en ce moment, ce mouvement de féministes qui s'acharne à propager des messages bien sûr, ouais. Et qui font des incitations à la haine, à comparer le fait d'être une femme trans à un blackface. Ouais, c'est hallucinant. Et donc tout l'intérêt de les représenter en tant que reines. Mais comme là, il y avait aussi comme les personnes racisées, enfin tu prends aussi le temps vraiment d'offrir aussi des représentations saines aussi, avec des corps qui sont forts, des corps qui sont empouvoirés totalement et qui tu vois, moi ta peinture me fait du bien, quoi, puisque je me sens plus puissante, je me sens plus entourée. Enfin, je disais, ouais, il y a vraiment une espèce de sororité aussi qui se dégage de tes peintures qui fait du bien, quoi. Ouais. En ce qui concerne les personnes racisées, donc c'est un mot qu'on utilise maintenant parce que c'est le seul mot qu'on a trouvé. Bon, racisé, c'est les gens qui subissent le racisme. Ouais. Je sais pas, c'est venu vraiment naturellement en fait du fait d'avoir grandi à Châteaurouge, d'être d'origine polonaise, d'avoir grandi aussi au Danemark, un pays qui est pas quand même passé de l'extrême gauche à l'extrême droite en 30 ans. Donc quand moi j'étais enfant, c'était l'extrême gauche, puis après c'est devenu l'extrême droite, à un tel point qu'on a dû partir parce que ma mère polonaise, elle pouvait faire rien d'autre que femme de ménage de nuit dans un hôtel. C'était ça. Bon, là on parle de la Scandinavie comme un pays modèle, mais bon, c'est modèle pour certaines personnes, en fait, pas pour tout le monde. Et donc, bon, moi, j'ai peint les personnes que je connaissais, comme je disais, le fait d'avoir grandi à Châteaurouge aussi.
Et puis bon, maintenant on arrive à articuler. Moi, j'arrive à articuler parce qu'en fait, quand on peint, c'est parce qu'on n'arrive pas très bien à parler. Hein. C'est notre langage, ça va être la peinture. Et maintenant, ça fait sens. Maintenant, on peut se dire, ah oui, ben, c'est vrai que bon, il y a Black Lives Matter, bon, depuis longtemps, mais c'est important de faire ça. Aux oreilles d'un peu tout le monde actuellement. Oui, mais c'est important de portraitiser les gens, de peindre des gens qui n'ont pas accès en fait à ça normalement. Enfin, dans l'histoire, je veux dire, dans l'histoire, des personnes noires, on l'a vu dans l'expo Le Modèle Noir, quoi. Elles représentent le diable ou un esclave, quoi. Alors que bon, en fait, c'est des gens avec qui on vit en Europe depuis toujours. Depuis même avant la traite négrière, le colonialisme et tout ça. Enfin, il y a toujours eu des gens on est le fruit de mélange de culture. Bon, bref. On arrive à la dernière question, Apollonia. Je sais pas si t'es au courant, mais à la fin de chaque épisode de ce podcast, j'arriverai jamais à articuler podcast. Ce mot. Podcast. Mais là, c'est le 14e épisode et j'ai toujours buté sur ce mot. Je pose toujours une question qui est la même pour tout le monde, c'est est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste? Eh ben oui. Enfin. Oui, elle dit ça avec un grand sourire. Ouais, et je dis ça avec un grand sourire et je veux pas avoir honte de le dire et j'ai pas honte de l'argent parce que justement je suis pas née avec de l'argent et je suis extrêmement heureuse du fait que j'arrive à vivre de mon art. Et j'arrive à vivre de mon art parce que dis-moi, je travaille avec uniquement une personne qui me respecte. Ouais. Qui est une jeune femme qui a ouvert sa galerie il y a 4 ans, qui s'appelle The Peel, basée à Istanbul, qui est franco-turque-albanaise. Ouais. Et ça fait vraiment du bien, justement, de gagner de l'argent dans son texte-là, où on est en train de construire un projet ensemble. Et en fait, de gérer une économie de cette façon-là. C'est ça, ouais. Ouais, voilà, ça fait du sens en fait. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que t'es écoutée, etc. Enfin, tu m'avais déjà parlé de cette jeune femme et t'en parles avec tellement d'enthousiasme, ça fait du bien. Mais je suis tellement heureuse parce qu'au début, quand on est artiste, on est dans un milieu de gredins, tout le monde est en train de spéculer sur notre art, plein de galeristes essayent de nous voler, beaucoup d'hommes, moi ça m'est déjà arrivé que je demande à être payée par un galeriste qui a vendu ma toile en prévente et qui m'envoie des smiley face en pleurnichant en retour. Et on est confronté et donc on a beaucoup de doutes, on est confronté à des choses, on sait pas avec qui bosser parce que ça fait vraiment peur. Bah, bien sûr. Ce milieu. Bien sûr. C'est quand même un milieu de spéculation terrible. Mais bien sûr. Il y a plus de limite pour la spéculation dans l'art. Et nous, les artistes, on génère plein de boulot pour tout le monde, et on est les derniers payés, et on est toujours maltraités, et on est des guignols, on est tous, bon bref. Ouais. Et donc si j'ai un conseil à donner à qui que ce soit qui se lance dans cette aventure magnifique qui est celle de faire de l'art en fait, qui sauve l'humanité d'une certaine façon, c'est ne pas être contre le marché, mais finalement trouver les bonnes personnes pour les accompagner. Et d'être conscient de où est-ce qu'on génère de l'argent et avec qui et pourquoi et comment. Bien sûr, oui. Puis ça devient finalement politique, ça devient quelque chose d'empowerment. Totalement. Et c'est ce qui se passe avec Suela, la galerie The Peel. C'est formidable. Voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus et clore ainsi la première saison de Présente. Merci à Apollonia de m'avoir accueilli avec tant de gentillesse dans son atelier. Merci d'avoir été si nombreux et nombreuses à suivre cette première saison de Présente. Merci pour tous vos retours. Merci aux artistes d'avoir été si généreuses, de m'avoir fait confiance et de ne pas avoir hésité à se confier ainsi. Je vais prendre quelques vacances et préparer la saison 2 de Présente. Je reviendrai donc à la rentrée avec un épisode toutes les 2 semaines et une grosse surprise en prime. Mais d'ici là, prenez soin de vous, reposez-vous et je vous embrasse.